Bonjour Patricia, donc tu vas nous parler du thème du voyage dans la poésie polynésienne de 1970 à nos jours. Bonjour, bonjour Martine. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Martine a eu la gentillesse de me présenter auparavant et je l'en remercie. Mais je voudrais tout de même préciser deux choses. C'est que ce que je vais vous présenter, c'est un partage de lecture. Je n'ai pas fait une thèse ni sur la poésie polynésienne ni sur le thème du voyage dans la poésie polynésienne. Donc, c'est le fruit de mes lectures et de mes réflexions. Et deuxième chose que je voudrais préciser, c'est qu'il n'est pas toujours facile de trouver les textes, les poèmes, parce que certains auteurs ont sorti des volumes, mais d'autres, je me suis procuré des poèmes en consultant Littérature Maoi ou par des amis qui m'ont donné des photocopies. Donc, si jamais j'ai oublié un auteur, ne m'en veuillez pas, et puis éventuellement signalez-le moi, mais il n'est pas toujours facile de tout réunir. Alors, pour commencer, nous avons tous, Tato, que nous soyons des Tata Mahoy ou des Popafrani, nous avons tous en principe suivi le programme de français de collège et lycée. Donc, quand on nous parle du thème de voyage en Polynésie, à part Heureux qui communissent de Dublé au XVIe siècle, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont beaucoup de poètes de la deuxième moitié du XIXe siècle, un peu les Parnassiens, essentiellement Baudelaire, l'invitation au voyage, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, là tout n'est luxe et beauté, pardon, bref, je me suis bourré. Bon. Luxe, calme, volupté, et d'autres poèmes de Baudelaire. Et un certain nombre de poètes de cette période ont écrit sur le voyage. Rimbaud sur ses voyages à pied, puisque ses grands voyages, il les a fait par la suite après avoir quitté la poésie. On trouve quelques poèmes de Gérard de Nerval, un petit peu de Verlaine, plutôt du voyage imaginaire, etc. Et même Mallarmé, qui n'a pas voyagé, dans son très beau poème Brise marine, évoque le voyage comme une quasi-nécessité, il parle de fuir. Et il parle aussi de découvrir une exotique nature. Donc, on peut se demander pourquoi, et je ferai le lien après avec les poètes polynésiens, pourquoi ces poètes français de la seconde moitié du XIXe siècle voulaient tellement fuir, faire de grands voyages et découvrir une exotique nature. Eh bien, là, c'est aussi mon interprétation. Je vois deux raisons. La première raison, c'est que la colonisation était en marche très avancée. Les pays étaient colonisés ou en voie de colonisation. Donc, les routes maritimes étaient sécurisées, les pays magnifiques, exotiques étaient à découvrir. Et la deuxième raison, c'est que pour ces âmes sensibles, vivre, on peut dire, entre 1948 et le début du XXe siècle, c'était vivre dans une société très oppressante, puisqu'après la chute de la Révolution de 48, règne de Napoléon III, avec manque de liberté, d'expression, la révolution industrielle, la misère des pauvres, etc. La guerre de 70 qui est perdue, écrasement sanglant de la Commune de Paris. Quant à la Troisième République avec M. Thiers comme premier président, c'est l'ordre moral et pendant toute cette période, un poids très oppressant de l'Église catholique. Voilà. Alors, qu'est-ce que faisaient les Polynésiens, pour en venir aux Polynésiens, qu'est-ce que faisaient les Polynésiens pendant ce temps-là, cette période-là? Eh bien, les Polynésiens, ils subissaient la colonisation, le code Pomaré et l'influence des églises. Autrement dit, on leur interdisait leur culture. Interdiction de chanter, interdiction de danser, interdiction de se vêtir comme ils voulaient, interdiction de se tatouer. Bon, bien sûr qu'ils avaient en mémoire la poésie orale qui avait été transmise par les parents, les grands-parents, mais il n'était pas de mise de la mettre en avant. Et c'est seulement donc dans les années 70, grâce à deux précurseurs, Henri Hirault et Touro Lapoto,
que les choses ont changé parce qu'ils sont partis en France, mais ce qu'ils ont rapporté de France, c'est pas tellement des souvenirs de voyage, c'est surtout un sens aigu de leur identité et la nécessité de se battre pour que leur langue et leur culture soient reconnues, sachant que les deux étaient d'ailleurs de langue maternelle tahitienne, hein, ce qui facilitait les choses. Et ils ont surtout encouragé les poètes, enfin pas uniquement les poètes, les Polynésiens à écrire. Donc, on se dit, oh, ils ont dû écrire des poèmes sur les exploits des ancêtres, les grandes traversées maritimes, etc. Et en fait, il n'en est rien. Et ce qui m'a frappé dans les petites recherches que j'ai faites, c'est que ce voyage dont parlent les poètes polynésiens de cette période, donc d'après les années 70, eh bien, c'est un voyage c'est un voyage de retour à l'identité polynésienne, mais par contre, on va trouver très très présente la métaphore de la pirogue double, qui est le véhicule, évidemment, qui a permis les grandes traversées des ancêtres. Et il y aura parfois des allusions aux ancêtres, mais c'est cette métaphore extrêmement forte qui va revenir et la nécessité d'un voyage au retour vers les traditions et avant tout vers la langue. Alors, je vais commencer par vous lire, bon, pour illustrer mon propos, je vais vous lire quelques poèmes, et Isidore Hiro a la gentillesse de lire en tahitien ceux qui sont écrits en langue polynésienne, parce que j'ai peur de faire quelques fautes de prononciation, même si en principe, je lis à peu près le tahitien, parce que je ne suis pas bilingue. Donc, le premier texte que je vais vous lire, c'est un poème de Louis Pelzer, une pirogue nommée Maori, dans Hymne à mon île 1995. Je n'ai pas le texte haïtien qui est paru 10 ans avant. On devait me le procurer, puis je n'ai pas pu l'avoir. Alors, une pirogue nommée Maori. Chevauchant crêtes et vagues de l'océan infini, au soleil couchant, elle apparut, la pirogue Maori. Peuplant les îles, les hommes venus du fond des âges s'installèrent partout sur les plages, les côtes sauvages. De la pirogue abandonnée, un peuple était né. De cet exploit merveilleux, toujours nous garderons la mémoire. Dans nos veines coule le sang chargé de notre gloire. Ancêtres prestigieux, vous avez su braver les éléments. Mais que pouvons-nous faire, nous, vos enfants, pour mériter votre estime et continuer l'ouvrage, nous montrer dignes enfin de votre courage? Depuis longtemps déjà, je m'interroge, cherchant en vain le message digne d'éloge. Mon regard parcourt et se perd à l'horizon. De cette quête, le silence seul me répond. Mes yeux mouillés implorent mes compagnons. Débris informe, la pirogue est là, pantelante. Je chasse au loin les souvenirs qui me hantent. Parle, je t'en prie. J'ai besoin de savoir qui je suis. Dis-moi où est mon devoir. Je t'entends, mon enfant. Je suis là et je veille. Ne crains rien. Tes paroles sont douces à mes oreilles. Le parler maori qui est le tien sera désormais la pirogue de ton destin. Oublie ta langue et le peuple des piroguiers ne sera plus qu'une pirogue sans balancier. Va, j'ai confiance. Aurais-je fait l'impossible voyage si j'avais un instant douté de ton courage? N'oublie jamais mes paroles, car je le proclame, ainsi seulement tu pourras garder ton âme. Donc, on voit que même si dans ce poème, il y a un éloge des ancêtres, hein, un impossible voyage, cet exploit merveilleux, etc., pour Louis Pelzer, donc il y a cette personnification de la pirogue double qui lui parle, donc qui symbolise la culture maori, hein, eh bien, c'est la langue polynésienne qui va être le véhicule de la culture et du savoir polynésien qu'il faut promouvoir. Alors, on aurait pu penser que c'était un texte, cette métaphore n'était présente que chez Louis Pelzer, mais j'ai sous les yeux un autre poème, un poème de Patrick Araya Amaru, qui est paru dans l'Interamaoi numéro 2, donc à peu près dans les années 2003. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit exactement. Je vous le lis en français, il sera lu après en tahitien. La pirogue double arriva de la nuit des temps. Elle avait affronté les tourbillons de la nouvelle société. Elle s'était ébréchée au vent du dénigrement, et elle se tient à présent dans le lagon de mon âme. J'embarquai. Mon savoir et ma sagesse me souriaient, mes bâillons se délièrent. Les sentiments enfouis prirent jour, mon âme s'éclaircit. Une main paternelle était dans la mienne, je vis mon enfant.
Alors le lien se réalisa. Ô ma langue, pilier de mon âme, je te parlerai encore, afin que mon existence se révèle, l'existence de mon pays, afin que vive ma culture et mon identité, afin qu'elle ne soit pas engloutie par l'oubli. Donc, on retrouve cette métaphore de la pirogue double qui symbolise la culture polynésienne et la langue, et on voit ici qu'elle a été ébréchée, elle était des débris informes dans le poème de Louis Felzer, elle est ici ébréchée au vent du dénigrement. La culture polynésienne était dévalorisée par les occupants, et par les missionnaires. Hein. On leur disait que leurs ancêtres étaient des païens, qui tuaient leurs enfants, qui étaient des anthropophages, etc. Donc, il y a vraiment une réaction de Patrick Amaru, et on voit que cette décision de s'embarquer dans cette pirogue de la culture, et c'est la langue qui est le pilier de son âme. Hein. On voit donc bien l'importance de ce texte que maintenant Isidore va lire en tahitien. Toureu. Wa whano mai te wā tauati, mai te pōroa mai, wa whāuru o ia i te iripo, no te whānaura pi, wa whāwhatia e te matai, no te whāino, e wa tia mai i te ienei, i te tairoto o tō ao. Tau mātura vau i nia hiho, te ata no a mai rā, tō ite e tō pāre. Matara atu rā te nati, tau tea atu rā te manao moe, te ata atu rā tō a, e rima me tua, te tū nei rima, mata atu rā vau i tau tama, hawe, wa tia ia te ono. E tō nei reo i tie, turu o tō nei varua, e roa vau ia oe, ia hiti a tō parau, te parau o tō aia, ia ora o tō hiroa, e tō hio tung. Ia ore e horomihi ia e te moe. Voilà. Donc, j'ai sous les yeux un autre poème de Patrick Amaru, mais je ne vous lirai que 2 strophes, parce que mon temps de parole est limité. Alors celui-ci, il est issu du Litiera Maoi numéro 13, qui est paru en 2007, donc je ne peux pas vous dire non plus quand il a été écrit. Et le titre en français, c'est « Quand allons-nous recoudre ?» Alors je ne vais vous lire que la première et la dernière strophe, parce que ce sont dans ces strophes que les thèmes qui nous intéressent sont présents. Donc je vous lis ces 2 strophes, et je vais résumer un petit peu ce qui se passe entre-temps. Donc, quand allons-nous recoudre? Recoudre quoi? Bien évidemment, la pirogue double. Hey, hey, hey! Tenez fermement la rame. La langue est le véhicule du savoir et de la sagesse d'un peuple. Que c'est beau! Bon, ensuite suivent plusieurs strophes où le poète fait part des hésitations, des dangers, où est le cap, où est le capitaine, nous sommes les sacrifiés. Et puis, dans la dernière strophe, renaît l'espoir. Arrête! Jadis, les pirogues étaient cousues. Quand nous allons nous recoudre cette pirogue, la pirogue double, cette langue de compassion, de la cordelette de nappé solidifiée consacrée dans l'océan. Quand? Hey, hey, hey! Bon, donc là, on voit la réparation. Là, il s'agit de réparation de la culture polynésienne. Le nappé, c'est une cordelette tressée avec de la fibre de coco, très solide quand elle est tressée, et qui permet d'assembler les pièces de la pirogue double. Et donc Isidore vous lit en tahitien ces 2 strophes. Hey, hey, hey! Amao pari te ohe, e whaurau te reo no te ite, e no te pari o te hoe nuna, a we, ia parau iti te nehe nehe. Première strophe, dernière strophe, a e tifai na te wā i teitora, a whea tato e tifai i te he wā. Te wā tauati o te reo arofa i te nape i aha pā rihia
I ha moa ihia ite taimara afea. Hey, hey, hey. Alors, ensuite, je vais aborder un poème d'Henri Hirault, mais dont je ne lirai que le début, qui est en fait issu d'une pièce de théâtre qui s'appelle Oh Maïna, donne-moi. C'est dans le deuxième tableau, l'offre, et c'est le discours de la mère à son fils. Alors là, il s'agit d'une mère qui encourage son fils à partir, mais on va voir dans quelles conditions. Et quand elle dit partir, c'est pas partir pour de longs grands voyages, c'est partir dans sa vie d'adulte, partir de la maison, hein, d'après le contexte. Mon enfant, il faut partir. Pars. Tu dois partir maintenant. Pars, mais emporte avec toi ton placenta, fondement de la terre qui t'a nourri, afin que la terre soit terre à ton arrivée. Me voici. Je suis avec toi pendant ton périple, pour toindre de l'éclat du guerrier dans la tempête. Je suis aussi ta pirogue. Je suis également ta pirogue double, taillée selon les coutumes, héritée de mes ancêtres, reliée par le cordon ombilical de mon amour maternel, attachée par mes entrailles qui t'ont façonné, tenue par mon nombril, ton premier lien. C'est mon souffle qui gonflera ta voile, cousue et recousue avec les cheveux tressés de ta mère. Bon, donc le texte est écrit par Henri Hirault, qui possédait déjà profondément sa culture, qui avait intégré sa culture, qui était un excellent pêcheur déjà, et qui parlait parfaitement la langue tahitienne. Et donc, cette mère qu'il a intégrée, eh bien, quand il en parle sous forme de pirogue double, eh bien, c'est évidemment sa culture que lui a transmise sa mère. Donc, le voyage, enfin, en tout cas, l'indépendance, l'autonomie est possible à condition que le Maori ait intégré sa culture. Et une fois de plus, la culture est symbolisée par la pirogue double. Et on voit cette très belle image recousue avec les cheveux de ta mère, comme Maui quand il va prendre le soleil avec une corde qui est tressée en partie avec les cheveux de sa sœur Hina. Alors, le thème du voyage, ça peut être aussi le refus du voyage. Alors, bon, là, Isidore Hirault vous lit le poème. Bon. Alors, ça peut être aussi le refus du voyage, parce que l'objet du Polynésien, c'est de vivre sa culture et d'être enraciné dans sa terre. Donc, un poème de Flora de Vatine, qui est dans la partie humeur, extraite du recueil Au vent de la piroguière. Déjà, vous retrouvez la pirogue dans le titre, hein, qui est un livre paru en 2016, qui a eu le prix Hérédia de l'Académie française en 2017. Je ne veux pas. Je ne veux pas partir. Je ne veux plus partir. Je veux vivre dans mon île, sans avenir dans mon île. Trop petite. Tout le monde n'y a pas sa place au soleil. J'y suis. Qu'irais-je faire au loin, en un ailleurs qui ne m'est rien? Laissez-moi me lever au milieu de la foule, avec les pieds sur terre et les yeux sur la mer, pour attester que je suis. Ici, tout me retient. Là-bas, au bord du vertige, je ne serai plus rien. À ton insécurité parfaite, je préfère mon imparfaite sécurité. J'ai passé l'âge des concessions. Alors, il faut bien retenir, bon, on comprend bien le propos de Flora de Vatine, qui a beaucoup voyagé d'ailleurs dans sa vie réelle, mais c'est le retour, elle a accompli, Flora de Vatine avant d'être écrivain était déjà orero, et pendant qu'elle écrivait souvent en français, c'est une excellente orero en langue tahitienne, hein, donc elle est tahitianophone de naissance aussi, elle a intégré sa culture, et donc c'est le désir de s'enraciner dans la terre plutôt que de voyager. Et il faut remarquer dans ce texte les pieds sur terre et les yeux sur la mer. Donc l'horizon des Polynésiens, hein, c'est bien la terre, la mer qui est aussi le plus grand marais, hein, et la terre qui est la terre-mère sacrée. Dans un autre poème que je ne vais pas vous lire, mais que je vais évoquer, Flora de Vatine parle du fait de plonger, c'est très intéressant comme métaphore, de plonger dans les étoiles, et lorsqu'elle arrive à la Voie lactée, elle a peur, et elle redescend sur Terre, justement, où elle va pouvoir écrire. Donc, on voit bien que dans cette
problématique, l'homme Maoï qui s'est réconcilié avec sa langue et sa culture, il est dans une sorte de triangle parfait entre la terre sur laquelle il est enraciné, la mer où il peut pêcher et il peut accomplir des voyages, par exemple, comme l'a fait Iria Otino avec son équipe, des voyages traditionnels avec des pirogues en se guidant pas avec les étoiles, et puis le monde des étoiles, hein, qu'il aurait complètement familier. C'est vraiment une unité, un monde, comment dire, une sorte de réconciliation cosmique avec la nature. Et ce monde des étoiles nous fait d'ailleurs penser à la fin de Maui, quand il veut conquérir l'immortalité et traverser le corps de la grande déesse Ininui Tepo, son ancêtre, qui n'est autre que la mort. Mais malheureusement, il ne pourra pas y parvenir et il va mourir à cause de du chant du petit Uriri qui va réveiller la déesse. Donc, c'est à cause de cela que nous ne sommes pas immortels. Enfin, un dernier texte de Flora dont je dirai quelques mots, L'art du pari par les Fénois. Je ne vais pas vous lire le texte non plus, mais c'est un poème qui décrit une assemblée qui assiste. Le pari par les Fénois, c'est un chant traditionnel qui peut être récité ou chanté et qui fait l'éloge de la terre depuis la montagne jusqu'à la mer, avec toute la toponymie. Et c'est un chant traditionnel, justement. Et donc, je vous lis la fin du poème. Les spectateurs ont écouté ce Pari fénois avec plusieurs voix, de très belles voix qui s'élèvent. Hein. Ils sont sur des gradins. Et puis ils s'en vont. Le passé retrouvé, ils s'en reviennent, ressourcés, pacifiés, enhardis, vivants. Donc, ce qui peut ramener les Polynésiens d'aujourd'hui à leur identité, c'est la tradition orale aussi, et puis c'est toute cette création dont nous sommes entourés avec le Eva Itaiti, les textes magnifiques que Simone Grand a écrits, Patrick Amarou aussi, Valérie Gobré aussi, certaines chansons bien écrites, hein, le centre des métiers d'art, en fait, toutes ces traditions qui les entourent et qui sont embarquées sur la pirogue double qui peut les ramener à leur identité. Donc, on voit bien que pour un peuple qui a été colonisé, il n'y a pas de désir de fuite, il y a au contraire un désir de retour aux origines. Voilà. Je vous remercie. Et je voulais vous parler d'un livre de Valérie Gobré qui est très beau, qui s'appelle Matari, mais je n'ai pas le temps. Donc, si vous voulez me poser des questions tout à l'heure, eh bien, vous pourrez le faire. Je vous montre le livre. Alors. Merci, Patricia. Et je suis sûre qu'on va te poser plein de questions.